Effectivement, c'est de photographie d'écran qu'il va être question, mais dans un sens assez restrictif ou restreint du terme. Donc, je vais m'expliquer en lisant mon papier afin de ne pas me perdre en route. Donc, face au flux, c'est dans son sens le plus littéral que j'ai abordé l'intitulé de cette journée d'études pour m'intéresser à des œuvres. Est-ce qu'on entend? Oui, à peu près. À des œuvres photographiques qui procèdent d'une relation frontale avec un objet emblématique de ce flux, l'écran. Et j'ai pris le parti, ce que je ne pensais pas faire au début, mais bon, j'y étais d'une certaine manière contrainte. J'ai pris le parti de m'en tenir à une seule des acceptions de l'écran, la surface du poste de télévision. Donc de web, il ne sera pas question. Les œuvres dont il sera question donc procèdent d'une confrontation de l'appareil photographique avec cette surface. Elles sont des représentations de ce que Philippe Dubois appelle l'image écran, une image qui, je cite, qui voyage, circule, se répand, toujours au présent, où qu'on soit. Une image qui transite, passe par des transformations diverses, coule comme un flux, un fleuve sans fin. Avant de parler de ces photographies, de ces quelques œuvres donc, que j'ai choisies, je vais évoquer la manière dont des installations, des films, des œuvres littéraires se réfèrent à cette pratique si familière, celle qui consiste à regarder la télévision. Ce qu'elles en traduisent, ces œuvres-là, spatialement, temporellement, permettra de souligner la singularité de la situation dans laquelle un photographe se place quand c'est face à un téléviseur en marche qu'il se tient. Les œuvres qui découlent de cette situation, celles donc que j'ai choisi de présenter, conduiront à aborder la représentation du flux télévisuel selon deux de ces aspects. Le premier concerne la relation de ces photographies que ces photographies établissent avec le registre pictural. Le second a trait au brouillage, à la forme d'opacité que ces œuvres s'emploient à valoriser. Le livre d'Édouard Levé, intitulé « Œuvres », qui présente en une suite de courts textes des idées que l'artiste n'a pas concrétisées, comporte 14 occurrences du mot « télévision ». Ce terme générique désigne, selon les cas, l'appareil lumineux situé dans l'espace, ou bien la surface où se succèdent des représentations du réel, ou encore la pratique définissant un spectateur d'un type particulier. Aussi, les projets d'Édouard Levé, qui consistent à combiner ces différentes acceptions, font-ils de la télévision le fondement d'œuvres aux formes et à la portée très diverses. Installation du poste et de ses lueurs dans l'espace, utilisation ou détournement d'images télévisuelles, remake de téléfilms, représentation photographique et filmique de téléspectateurs. Au travers de cette diversité, quelques motifs récurrents se dégagent, en particulier celui de la passivité et de la fascination que le téléviseur génère. Par exemple, le projet 180 intitulé « Les regardeurs » est défini de la manière suivante. Une personne seule, homme, femme ou enfant, est photographiée en train de regarder fixement une image. Parmi les différentes situations qu'il envisage de photographier, Levé note celle-ci, de nuit, assis dans un fauteuil, un homme de 50 ans regarde la télévision, comme les jeunes gens que tu as montrés. Le projet 262 met en jeu, selon des modalités tout autres, cette manière de sidération. Chaque jour, donc là c'est le projet, donc chaque jour dans une exposition, un homme s'assied devant un téléviseur à l'heure du déjeuner et regarde les informations en mangeant une glace à la vanille. Ces projets qui consistent à se saisir de lieux communs relatifs à la pratique télévisuelle, à détecter le potentiel artistique d'un poncif, entretiennent des relations avec des œuvres qui, elles, ont une existence concrète, visible. Dans les télévision portraits réalisés par Paul Graham
entre 1986 et 1990, la fascination que l'image télévisuelle exerce sur une personne constitue un sujet photographique et, comme chez Levé, regarder la télévision est représenté comme une pratique solitaire. Donc voilà quelques exemplaires de ces œuvres. Quand Bill Viola réalise Reverse Television, je passerai ensuite quelques images, en 1983, il reprend les principes que Valley Export a employés dans Facing a Family en 1971. Donc voilà une photographie de ce film de Valley Export. Il s'agit dans les deux cas de produire une représentation frontale de téléspectateurs en un film destiné à s'inscrire lui-même au sein des programmes. Mais alors que dans Facing a Family, le poste de télévision, haute, certes envahissant, est l'objet d'une attention partagée, où s'exprime la valeur de la cellule familiale, comme l'écrivait Barthes en 1975, par la télévision, nous sommes tous condamnés à la famille dont elle est devenue l'instrument ménager. Reverse Television en fait, donc Bill Viola, en fait l'instrument d'une pratique solitaire. État qui constitue le paramètre constant de ces 44 représentations d'individus et de lieux différents. De cette situation devant le téléviseur, James Turrell réalise la formule synthétique dans une série d'installations qui en articule les éléments nécessaires et suffisants. Un fauteuil est placé face à une découpe dans le mur, de la forme d'un écran, qui ne laisse percevoir que la lumière réfléchie d'un téléviseur. Le statisme du corps, ainsi suggéré, semble soumis à l'action de ce rectangle coloré, vibrant, à cet objet d'hypnose permanente. Donc j'évoque au passage une très belle œuvre de Steve McQueen, que je ne commenterai pas, qui montre également, il s'agit là aussi d'une vidéo, d'un film, qui montre en 12 minutes, si je me souviens bien, ou 15, bon, j'ai oublié, cette situation statique et assez, disons, solitaire et un peu angoissante d'un occupant d'une chambre d'hôtel seul devant un poste de télévision. Si ces œuvres montrent que l'inertie et la sidération générées par la télévision sont des états que la pratique artistique a investis, elles font percevoir également le caractère paradoxal d'une entreprise consistant pour un photographe à occuper la place du téléspectateur. Alors que l'écran définit un sujet statique, dont le champ d'action se limite au changement de programme, l'appareil photographique est généralement associé à une mobilité dans un espace ouvert, à une vigilance, à la notion de point de vue dans la diversité de ses acceptions et de ses expressions. Cette opposition, Jean-Philippe Toussaint l'indique tacitement en réalisant deux romans consacrés respectivement à chacun des appareils, comme pour marquer la séparation qui existe entre des régimes et des pratiques de l'image propres à l'un et à l'autre. Photographier un téléviseur en marche, c'est cantonner le champ des possibles aux limites d'une pièce ou à celle d'un écran. C'est se soumettre à l'autorité d'un flux incessant d'images disparates et indifférentes. C'est dans ce déroulement à la fois imprévisible et étal déterminer les raisons ou les finalités de la prise de vue. La série de Silvana Reggiardo, Objet télévision, laisse clairement percevoir ce qui la motive. L'artiste a capté des images apparaissant sur l'écran de télévision pour les relations qu'elles entretiennent avec certains objets présents dans la pièce. Elle a cherché à mettre en contact les bribes d'un processus impersonnel et les signes de vie singulière. Dans ce contexte, l'artiste est un guetteur dont la disponibilité et la réactivité s'exercent sous la double contrainte des éléments de l'espace réel et des contingences du flux visuel. Les relations que la série établit entre ces deux composants indiquent l'étroitesse du cadre de travail. Sous leur apparente diversité,
Ces 32 photographies sont les déclinaisons de deux principes, une recherche d'analogie formelle thématique ou bien celle de discordance, de décalage. Aussi, la prise de vue qui consiste à saisir ces types de coïncidences aboutit-elle à la production de photographies dont le caractère anecdotique est tributaire de l'importance que l'artiste donne ici aux représentations banales, consommables, livrées par le téléviseur. Je bois parce que je n'en peux plus. C'est selon des critères bien plus discriminants que McCollum a entrepris à partir de 1982 la série des Surrogate on Location et celle des perpétuelles photos. Donc en voilà deux exemplaires. Pour la première, l'artiste photographie l'écran du téléviseur quand y apparaît une scène comportant une ou des images sous cadre. Ces photographies donnent lieu à la seconde série. Certaines des images qui y figurent sont détourées, fortement agrandies. Ce travail de prise de vue et de tirage découle d'une œuvre antérieure qui, elle, n'est pas photographique, les Surrogate Paintings, commencées en 1978. Ce sont des objets de bois et de carton de dimensions variables que McCollum a produits en grand nombre et dont il a tiré également des moulages de plâtre. Chaque élément figure un cadre et une Marie-Louise enserrant une surface monochrome. Les surrogate paintings peuvent se déployer sur les murs en de longues frises noir et blanc ou polychrome, ou bien présentés en des agencements de dimensions plus réduites. Ces bas-reliefs subrogent, comme leur nom l'indique, un type, ce que McCollum appelle, un type standard d'objets culturels que nous produisons, conservons et auquel nous donnons une valeur. Fin de citation. Il représente ainsi les tableaux exposés dans les musées comme les images les plus communes et personnelles dont nous nous entourons. Ce travail a conduit l'artiste à prêter attention aux images encadrées qui figurent dans les films diffusés à la télévision en éprouvant la satisfaction, dit-il, de voir ses œuvres sur le petit écran. Ces très discrets éléments de décor, en effet, ressemblent aux surrogate paintings, non pas seulement formellement, mais parce qu'ils participent de la pratique culturelle dont l'œuvre de McCollum est l'expression. Photographier l'écran du téléviseur consiste à prolonger, avec d'autres moyens, la démarche anthropologique dont les surrogate paintings procèdent. Et c'est également réaliser un objet qui pourra, potentiellement, s'inscrire dans cette pratique de l'image en tant que photographie encadrée et exposée. Ce ne sont toutefois pas les surrogate on location que McCollum expose, mais l'autre série, donc les perpetual photos. Réalisées à partir de certains de leurs détails, donc à partir des détails de la série précédente. La manière dont ces détails sont extraits montre que ces deux séries, qui dépendent d'un même travail de prise de vue, relèvent de projets assez différents. Les perpetual photographies ne reproduisent que les images contenues dans les cadres et les sous-verts. Ce n'est donc pas à l'objet emblématique d'une pratique culturelle que le travail se réfère. Il consiste plutôt à mettre en place un mode de production d'images inédite. Par le détourage et l'agrandissement de ces petites surfaces, McCollum obtient d'énigmatiques compositions de masses noires et blanches aux contours brouillés qui portent les marques de ce qui les fait exister. La trame de l'écran de télévision, captée par l'appareil, se mêlant au grain de la photographie argentique. Si ces œuvres se manifestent comme images mécaniques, c'est également la picturalité qu'elles évoquent. Les surfaces dont elles sont les agrandissements sont possiblement des peintures. Et plus globalement, par leur masse charbonneuse, leurs formes écrasées et diffuses, les perpetual photos ressemblent aux représentations allusives du réel
que la peinture est à même de produire. La conjonction entre la photographie d'un écran de télévision et d'un médium traditionnel, donc la peinture, est explicitement faite par Éric Rondepierre quand il dit de sa photographie DSL qu'elle est, je cite, très picturale. Ces 18 tirages couleurs représentent la surface d'un écran de télévision diffusant des films de Godard, Hitchcock, Lynch, Truffaut. Surface où le système Digital Subscriber Line a produit des altérations ponctuelles de l'image. Dans les commentaires que l'œuvre a suscité, la référence à la peinture constitue une sorte de leitmotiv. Dominique Paigny rapproche cette série, je cite, « ancrée dans la technologie la plus contemporaine, des pratiques manuelles plus anciennes comme la peinture, le vitrail ou la mosaïque ». Fin de citation. Catherine Millet, pour laquelle, je cite, « cet ensemble intitulé DSL est le plus pictural de toute l'œuvre ». Donc Catherine Millet parle, je cite toujours, de mouchetage de la couleur, de fractionnement césanien des pixels et de décomposition futuriste des mouvements. Et enfin, Guillaume Basquin, qui considère DSL comme, je cite, de la peinture de la grande peinture, compare, je cite à nouveau, les agrégats de pixels à des touches carrées de couleurs en un certain ordre assemblés, et inscrit l'œuvre dans la continuité, je cite à nouveau, de la peinture en aplat de Cézanne à de Stel. C'est donc à un certain régime pictural que ces auteurs comparent DSL. Ce régime, donc, qui met en évidence la matérialité de la peinture et la planité du tableau. Celui qui consiste en une recherche rythmique plutôt qu'en une représentation mimétique du réel. Celui donc par lequel la peinture a défini sa spécificité face à la présence croissante des images produites et reproduites mécaniquement dans le contexte des avant-gardes du début du XXe siècle. De toute évidence, le rapprochement établi entre DSL et cette tradition picturale vise à souligner la qualité du travail de Rondepierre. Toutefois, cette manière de valorisation est ambivalente. Elle procède du plaisir qu'il y a à découvrir une apparente ressemblance entre des entités sans commune mesure sur le plan technique et matériel. Et ce faisant, elle relie une œuvre actuelle à une conception artistique appartenant à un moment de l'histoire désormais très ancien. Cet anachronisme a différentes implications. Il revient à aborder l'œuvre de Rondepierre selon un système de valeurs propre à une tradition du fait main, comme s'il s'agissait de remettre en jeu une logique pictorialiste. D'autre part, le fractionnement des formes, les aplats et les touches dont il est question ici sont certes des éléments emblématiques du modernisme, mais ils sont également devenus, avec le temps, des sortes de lieux communs, les marques d'une pratique convenue de la peinture. Aussi, en percevoir les effets dans la série DSL, est-ce, d'une manière indirecte et involontaire, suggérer que ce travail entretient des relations avec le kitsch, quand on entend par ce terme la production d'un succédané de culture, pour reprendre les termes de Greenberg. L'effet de picturalité produit par DSL est un ersatz d'effets de matière, touche, aplat. L'imitation de signes plastiques dont l'impact initial s'est émoussé à force de répétition, de vulgarisation, point. Enfin, rapprocher DSL de ce registre pictural-là, c'est souligner la relative homogénéité de l'œuvre. La dilution des formes sous l'action... Tu peux aussi changer de position, toi. De plages chaotiques de couleurs, les effets d'empattement, c'est bien la bonne page, les effets d'empattement et de stratification, la structure orthogonale perceptible
dans ces différents états plastiques constituent les caractéristiques communes à presque tous les éléments de la série. Ces constantes montrent que l'imprévisibilité et l'accidentel dont DSL tire profit se manifestent dans le cadre circonscrit d'un dispositif technique. Les variations formelles que celui-ci génère sont forcément limitées. Leur amplitude, fatalement, est bien plus réduite que celle qu'Hergé pouvait imaginer en dessin dans les bijoux de la Castafiore. Et j'en profite pour boire un coup. L'exposition de la série DSL, qui s'est tenue fin 2015 à la galerie Isabelle Gounod, s'intitulait « Effets secondaires ». L'expression indique la relation de dépendance que les œuvres de Rondepierre entretiennent avec des images existantes. Mais surtout, elle met l'accent sur le phénomène que la prise de vue a cherché à saisir. Qualifier ces parasitages d'effets secondaires, c'est selon le sens pharmacologique de la formule, en désigner le caractère à la fois possible et imprévisible. C'est indiquer la soumission du travail photographique à l'autorité capricieuse d'un dispositif de transmission. Selon des principes assez proches, Wolfgang Tillmans a conçu en 2014 deux séries intitulées respectivement Sendeschluss, End of Broadcast, et Weak Signal. La première est issue d'une situation banale et fortuite. Le dysfonctionnement d'un téléviseur dans une chambre d'hôtel à Saint-Pétersbourg. L'écran plat numérique de la fin des années 90, utilisant un signal analogique. Tillmans s'est rendu à 3 reprises dans cette chambre d'hôtel pour photographier le téléviseur en marche avec un appareil haute définition dont la vitesse a permis de saisir les variations qui s'y produisaient, sans subir la manifestation des bandes diagonales sombres, comme cela était jadis le cas avec un appareil, avec un matériel moins performant. Quant aux parasites de la série que la série Weak Signal présente, Tillmans n'indique pas clairement, en tous les cas, j'ai rien trouvé de clair à ce sujet-là, s'ils sont subis ou s'il les a lui-même produits. Rondepierre et Tillmans perçoivent donc, dans un état de dysfonctionnement technique, un potentiel photographique. Dans DSL, celui-ci consiste à faire du parasitage un composant plastique de l'image, à extraire d'un processus chaotique et aléatoire des configurations troublées, dotées d'un fort impact visuel. Toutefois, la portée du travail ne se limite pas à cette seule recherche formelle. Photographier l'écran du téléviseur, c'est également faire d'une situation subie le contexte d'une action. Rondepierre utilise le nom de ce mode d'un mode de transmission DSL pour en faire l'acronyme de « Désolé de saboter vos lignes ». Le titre de la série se rapporte donc d'une part à un mode de diffusion, celui, pour reprendre les termes de Rondepierre, celui d'un usager de la DSL dominé par l'expansion de l'iconosphère, fin de citation, et d'autre part à une action individuelle, gratuite, que l'artiste qualifie, en se référant à Michel de Sarto, de production des consommateurs, de fond nocturne de l'activité sociale. Cette production consiste à trouver, je cite Rondepierre, une faille minuscule pour bricoler, saboter, se réapproprier quelque chose. Cette manière de résistance, douce et acharnée, Rondepierre en souligne le caractère à la fois nécessaire et vain. Je cite, « Je sais que ma vie est contrôlée, jusque dans les détails les plus intimes, mais je sais aussi qu'il me reste cette illusion, cette petite parcelle, cette petite miette de temps que je me réapproprie sans risque, puisque je la projette dans le champ de l'art, lui-même dépendant de ces dispositifs. » Fin de citation.
Ce n'est pas comme réaction à un dispositif de diffusion que Tillmans définit son travail. Il semble plutôt lui donner le statut de constat, de saisie objective d'aléas techniques, aléas dont il précise les différents facteurs. Dans Sendeschluss and of Broadcast, donc là je cite Tillmans, pardon. La télévision reçoit trop de signaux pour prendre la moindre des décisions. Dans Weak Signal, le récepteur arrive à voir qu'il y a quelque chose, mais ne parvient pas à le reconnaître au milieu de tous les autres bruits. Les séries décrivent des états de communication très différents. Fin de citation. Toutefois, ces différences ne sont pas à proprement parler décrites. Les deux séries présentant de fortes similitudes formelles. Ce sont les titres qui s'en font l'écho, de manière allusive ou même décalée. Les expressions Sendeschluss and of Broadcast, en effet, ne désignent pas la cause effective de ces brouillages, mais une situation tout autre d'une époque passée, celle où la coupure du signal marquait la fin des programmes. La manière dont Tillmans associe un effet d'objectivité, une sorte de trouble référentiel, traduit la fonction et le sens qu'il donne à son travail. Je cite Tillmans. « Quand il y a quelque chose aujourd'hui et que c'est important pour moi, je me demande toujours d'où est-ce que ça vient. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué hier ?» Fin de citation. Il ne s'agit pas de considérer la prise de vue comme une recherche d'un point d'origine, mais comme le moyen de produire une image qui soit, je cite à nouveau Tillmans, une analogie des idées du monde en général et en particulier du monde de la communication avec ses excès et ses malentendus. Fin de citation. Les éléments de ces deux séries, de Tillmans, traduisent des états de transmission défaillants sur la forme de grandes étendues qui, à distance, paraissent à la fois homogènes et mouvantes. L'unité minuscule qui les constitue, le pixel, produit une multitude de formes orthogonales, un réseau complexe aux infinies ramifications, un grouillement d'agrégats de différentes valeurs de gris dont semblent émaner des halos de couleur pâle. Par cet effet optique, dû au rapport d'échelle, entre la taille des tirages et celle de ces pixels, en réalité densément colorés, je ne sais pas si on aura la possibilité d'en voir la densité de cette couleur, densément colorée, l'image photographique, dans sa fixité, propose un équivalent du flux télévisuel. Elle le fait percevoir comme un phénomène cinétique ou, ainsi que l'écrit Jean-Philippe Toussaint dans la télévision, comme un, je cite, gigantesque tapis d'ondes qui s'abat quotidiennement sur le monde. Fin de citation. Prendre le parti d'éluder la fonction habituelle de l'écran de télévision, celle de fournir des représentations mimétiques du réel, pour capter des configurations mutiques qui peuvent accidentellement s'y produire, consiste donc pour Tillmans à, je reprends ces termes, réaliser une image du monde aujourd'hui. Cette actualité, l'actualité de cette image, relève des conditions techniques de la connexion de neuf et d'ancien, d'analogique et de numérique dont les œuvres découlent. La performance de l'appareil photographique permet de saisir des instants d'une défaillance, d'offrir une représentation précise, nette, des constituants de cette situation chaotique. Mais l'intérêt de cette représentation ne réside pas seulement dans sa capacité à rendre compte d'un moment de l'histoire des techniques. Elle tient également dans la conception de l'image qu'elle propose. Ces agencements de pixels participent du projet télévisuel qui consiste à livrer une représentation ressemblante du réel, projet que la machine ne parvient pas ici à mener à bien. Or, cet état de ressemblance balbutiante que Tillmans a choisi de photographier semble pouvoir être approché de ce que Marie-Josée Monzin, donc, appelle image et qu'elle oppose au visuel.
Le visuel désigne, pour elle, l'instrument stratégique du consensus qui, je cite, « par le développement considérable des techniques de production et de reproduction, l'extension écrasante de l'économie de marché dans le domaine audiovisuel, produit une adhésion muette et fascinée à tout ce que l'on voit, une gloutonnerie infantile et magique du regard. » Fin de citation. Pour Monzin, l'image, elle, se définit comme résistance à ce processus, car l'auteur, Monzin, en fait, je cite, en vertu de la pensée iconique, la manifestation de l'invisibilité dans le visible. Elle en fait, de l'image, un instrument de l'imagination par le manque qu'elle propose et le désir qu'elle suscite. Les œuvres de Tillmans semblent prendre en charge cette conception de l'image en inscrivant celle-ci dans une situation triviale. Un poste de télévision fonctionne mal. Dans ce contexte, l'invisibilité n'est pas synonyme de mystère ou de transcendance. Elle se rapporte au contraire à quelque chose qui est vraiment réel, pour reprendre la manière dont Tillmans qualifie ses photographies, comme Tillmans donc le souligne. Mais l'enregistrement de ces brouillages, dans son réalisme et sa platitude, donne à imaginer. Il suggère l'infinité des représentations que ces pixels sont à même de produire. Il fait percevoir l'incessante énergie qui les anime. Les œuvres de McCollum, de Rond-Pierre, de Tillmans font du flux télévisuel des formes indécises, des représentations brouillées ou des configurations labyrinthiques. Si l'impact de ces œuvres réside dans des effets picturaux qu'elles présentent, cette séduction ne constitue pas, il me semble, leur intérêt majeur. Celui-ci consiste plutôt à parvenir, par la fixité photographique, à traduire l'animation de ce flux et à y découvrir des images. Si on désigne par ce terme un état suscitant un exercice du regard avec la dimension mentale ou fantasmatique que cela suppose. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Pascal pour cette intervention intéressante et centrée sur une question je dirais assez cohérente et stimulante. Moi, ce qui me frappe, mais c'est peut-être personnel, c'est finalement combien ce questionnement convoque toute une sorte de tradition iconographique. Enfin, en photo, depuis les images de Robert Frank, Friedlander, Stephen Shaw, enfin, moi j'ai quantité d'images d'écran qui me reviennent à l'esprit, même si évidemment le regard porté sur les écrans a profondément évolué. Et puis aussi du côté de Wolf Vostell, avec ses décollages finalement, qui datent quand même d'il y a 50 ans maintenant, mais où il y avait déjà cette picturalité certainement et comme tu le dis, cette ouverture sur le mouvement, la vie du flux. Elle était somme toute peut-être déjà un peu là, mais sous une forme différente. Qu'est-ce que tu en penses? Rien du tout, parce que j'ai pas tellement écouté, mais... Ah bon, d'accord. Bon, non mais excuse-moi, j'étais en train de... C'est pas grave. Qui aurait une autre question? Julie. Oui, moi dans le prolongement de ce que tu disais, je me posais la question justement, est-ce qu'il y aurait une spécificité du médium photographique, du geste photographique, consistant à représenter l'écran par rapport à la vidéo ou au cinéma. Oui. Moi, j'ai tout un tas d'exemples. Je pense à cette séquence aussi dans Playtime de Tati, où on voit à travers l'écran la transparence de l'architecture de verre. C'est téléspectateurs, on ne voit jamais l'écran, mais on voit les téléspectateurs qui semblent réagir. Et voilà, on pense aussi effectivement au geste, cette fois-ci, qui n'est plus de la représentation, mais de Nam June-paik, qui va brouiller aussi ces écrans. Est-ce qu'il y aurait une singularité du geste photographique
qui va retenir justement quelque chose de ce flux par rapport à d'autres médiums, le médium vidéo ou cinématographique? Disons, de manière générale, j'en sais rien du tout, mais dans les œuvres que j'ai choisies, ce qui me plaisait, c'était le fait qu'il n'y ait pas de... Comment dire? Il y a une forme d'absence de fiction, d'absence d'histoire, d'absence de narration. Alors que les œuvres que j'ai montrées au début, celles qui relèvent de l'installation ou de la vidéo, ou évidemment de la littérature, inscrivent la marche de l'écran, bon, il se trouve que c'est la télévision, dans une histoire. Et ce qui me plaisait beaucoup dans les œuvres photographiques, en particulier celles de Tillmans, c'est le fait que ça fait obstacle à un univers de fiction dans lequel l'image télévisuelle pourrait rentrer. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait frapper. Alors maintenant, est-ce que le geste photographique par rapport à cela aurait une spécificité? Je n'en sais rien. Enfin, il y a cette question de l'obstacle. Moi, je pensais à quelque chose qui est que dans cette question de flux, le geste photographique vient faire barrage, autant au sens du fait qu'il arrête, mais aussi de ce qu'il accumule. Parce que finalement, moi, ce que je trouve intéressant chez l'image de Tillmans, vous avez aussi beaucoup pensé à Peik, et Peik à un moment a cette phrase où il dit, il parle du bruit, mais il parle du bruit visuel, et il dit white noise, le bruit contient un maximum d'informations. C'est-à-dire qu'effectivement, l'image de l'écran qui est saturée, c'est pas qu'il n'y a pas d'informations sur l'écran, c'est qu'il y a toutes les informations. Et le geste photographique, moi, chez Sugimoto par exemple, l'écran blanc des images de Sugimoto, c'est qu'il y a toutes les images du film. Et que c'est pas l'absence de oui. mais c'est justement une telle saturation que tout est là, enfin que toutes les images sont ici. Et moi, j'aime beaucoup cette bascule-là, justement, dans cette tension entre du flux qui circule et la photographie qui est un peu coincée dans un moment précis, de produire cette espèce de saturation de l'image, de l'information, de l'histoire. C'est-à-dire que c'est peut-être pas qu'il n'y a pas d'histoire dans les dernières images, c'est peut-être juste qu'il y a toutes les histoires. Non, pour le dire autrement, la représentation de l'écran de télévision par la photographie, ce qui m'a beaucoup plu dans les œuvres de Tillmans, c'est qu'elle ne rentre pas dans un environnement de fiction. Elle pose de manière très brutale et assez élégante d'ailleurs cette potentialité de toutes les images. Mais toutes ces images-là ne sont pas situées dans l'intérieur domestique où on pourrait se projeter comme habitant et spectateur potentiel. Enfin, c'est bien plus cru et dépouillé, quoi. Oui, Pascal Robert. Oui, je me demandais en regardant les images de Tillmans, au fond, si ça ne représentait pas une sorte d'irruption un peu paradoxale de la technique. C'est-à-dire que quand on prend des écrans sur lesquels il y a des choses qu'on est susceptible de reconnaître, on voit d'abord les choses qu'on reconnaît et on ne voit pas la technique elle-même. Alors que là, dans le défaut même, on voit réapparaître la technique, et ce qu'on prend en photo, c'est ce moment justement où la technique est là, bien présente. Je ne sais pas, j'avais cette impression-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, vous constatez l'importance donnée à la représentation de la technique. Oui, c'est-à-dire que c'est assez paradoxal, parce que c'est le moment où l'écran ne transmet plus quelque chose d'autre que lui-même, où justement il apparaît en tant qu'écran et donc que support d'une technique. Et donc on voit apparaître véritablement la technique en tant que telle. C'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte de retour paradoxal de la technique dans ce type d'image, de photographie. Oui, disons que une technique qui rame aussi. Enfin,
enfin, mais c'est ça, c'est on justement, la voit c'est quand qu'il elle faut qu'elle rame, rame finalement. pour qu'on puisse Voilà, la voir voilà. en tant que telle. Et quand elle rame, Où elle saute, où elle, en défaut en tant que technique, justement, c'est-à-dire en tant qu'efficacité, qu'elle réapparaît en tant que telle, en tant que technique. C'est ça le paradoxe, justement. C'est-à-dire qu'elle ne peut se rendre visible que par un défaut à elle-même. oui. Elle n'est plus dans sa propre efficacité, elle n'est plus invisible en tant que technique, donc c'est pour ça que justement elle réapparaît. Et c'est ça qui est donné à voir à travers la photographie de manière là aussi un peu paradoxale. Oui, enfin chez Rond-Pierre c'est pareil, enfin chez Rond-Pierre et chez Tillmans. Mais cela dit, c'est étonnant comment aussi ça produit, je trouve, dans certains cas, une espèce de destination vers la technique, de trucs un peu réflexifs sur la technique, mais souvent une espèce d'appel de matière. C'est ce que vous disiez sur la peinture et le rapport de Rond-Pierre et la peinture, mais la photographie du mauvais signal de Tillmans. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de me demander, je me dis, mais on dirait une espèce de photo de tissu prise en gros plan. Et en plus, il pourrait très bien, en fait, se dire, ah bah, c'est prendre une photo de tissu et l'utiliser comme telle. Et je trouve que du coup, il y a tout de suite un surgissement de cette espèce de besoin d'une matière picturale au sens le plus les deux mains dans la peinture, avec en étalant de la peinture sur la toile, de ce rapport comme ça, tout de suite, de surgissement très vite de la matière dans l'utilisation des images, et dès que ça glitch, en fait, on est dans cette... Oui, puis je crois, de production. Donc il y a cette exhibition de la technique par sa défaillance, et puis il y a la production des formes qui sont effectivement celles de tissage, de trame, de tapis, ou de formes dans lesquelles, je crois, on peut mentalement voir tout, puisqu'on voit rien. Enfin, c'est vraiment ce type de forme à l'égal de celle des nuages ou des salissures sur le mur. Enfin, je crois que c'est ce même registre de forme qui fait voir des choses sans que ces choses-là soient définies, existantes ou détourées en tous les cas. Parce que moi, ce qui me semble intéressant aussi, c'est que le flux, donc que ce soit la télévision, le média, Internet, ça cache au fond ce que certains sociologues, enfin Alain Gras appelait un macro-système technique, donc quelque chose d'immense en fait, qui est l'ensemble du réseau, avec toute sa technicité justement, mais qu'on ne peut pas appréhender en tant que tel, qu'on ne peut pas voir, et qui là, d'une certaine manière, à travers cet écran flou, est peut-être rendu un peu visible néanmoins. Donc, il y a quelque chose, comment rendre visible nos médias, quoi, voilà. Au-delà des images que eux projettent. Eh bien, tu n'auras pas le droit de répondre. Tant mieux, parce que je ne savais pas quoi répondre. Donc, je vais couper simplement.